Renacast. L'entrepreneuriat, c'est pas une liberté à 100 %. Des fois, je me dis: «Mais en fait, j'ai l'impression qu'on prône l'entrepreneuriat comme quelque chose de fabuleux, où on va gagner des tonnes d'argent, qu'on va être libre tout le temps». Non, en fait, tu ne peux pas gagner des tonnes d'argent et être libre H24. Ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Il faut que tu sois au taf quand même. Et en seconde, quand j'avais vu, le conseiller d'orientation, il m'avait dit: «Toi, vu tes résultats, n'y compte même pas, médecine, c'est pas pour toi, tu y arriveras pas». J'ai appelé, mon directeur, de magasin où j'étais, j'ai dit: «Écoutez, je démissionne dans 3 mois, je m'en vais». Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Besançon, 3 rue Moncey, c'est une adresse qui a traversé les époques. 1938, 2012, 2019, c'est là qu'Anne Pujol entre pour la première fois, non pas comme patronne, mais comme remplaçante. 3 ans plus tard, elle ne se contente plus de conseiller des montures, elle rachète le fonds. L'histoire est le futur de l'enseigne. En janvier 2026, elle fait le geste le plus audacieux de sa carrière. Elle change le nom de cette institution pour affirmer sa vision. Comment on transforme un héritage presque centenaire en une marque de créateur engagé? Comment gère-t-on la transition quand son ancienne patronne devient sa collaboratrice? Et surtout, comment on ose l'optique mobile pour aller chercher les clients là où ils sont? Bonjour Anne et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Bonjour Nicolas. Je suis très heureux de t'avoir au micro de Renacast, Anne, parce qu'on a été mis en relation avec par Adeline, je crois, Adeline Cointe, et elle n'a pas cessé de m'expliquer que tu étais exceptionnel, et du coup, quand elle me parlait de toi, je me suis dit, bah, évidemment, j'ai envie de discuter avec elle. Euh, D'ailleurs, ceux qui veulent écouter l'épisode d'Adeline, il est toujours disponible sur la plateforme, sur les plateformes Spotify, Apple. Allez l'écouter. Je le mettrai, tiens, d'ailleurs, dans les notes de l'épisode pour lui faire un petit coucou, un petit big up. Et Adeline me disait, me parlait de toi en me disant, bah tu vois, je sais pas si le profil va t'intéresser, mais elle a fait un truc que beaucoup ne font pas. Elle a racheté l'endroit où elle travaillait. Et là, dans mon esprit, ça a fait tilt. Je me suis dit: «C'est génial, si tous les salariés ou les remplaçants ou enfin tous ceux qui étaient dans une activité, plutôt que de changer totalement d'activité, ils se lançaient à leur compte en rachetant simplement l'entreprise pour laquelle ils travaillaient ou avec laquelle ils travaillaient». Et bah, quand elle m'a expliqué que tu avais fait ça, moi j'ai trouvé ça génial. Alors du coup, je suis parti pour créer le conducteur de l'épisode, à la recherche de ta vie. Alors évidemment, j'ai interrogé, Adeline, hein, forcément, et puis après je suis allé sur les différents réseaux et j'ai trouvé plein d'informations sur toi, et maintenant j'ai l'impression de te connaître un peu plus, mais peut-être pas encore nos auditeurs. Alors, Anne, est-ce que tu veux te présenter pour qu'ils sachent qui tu es? Oui, et ben, je suis Anne Pujol, je suis originaire du côté de Montbéliard. J'ai fait mon BTS d'optique, en 2007, que j'ai eu en 2009 par alternance à Moret. J'ai travaillé 5 ans chez Écoutez Voir, en Haute-Saône, et après j'ai commencé ma carrière d'opticienne remplaçante. Donc j'ai sillonné la France de Lille jusqu'à Toulon, de petits magasins à grandes enseignes pour des remplacements en fait, que ce soit, ponctuel pour des vacances ou des congés maternité, et c'est comme ça que j'ai rencontré Sylvie, avec qui j'ai travaillé pas mal de temps sur Besançon, et mon conjoint étant de Besançon, on s'est installés en 2019, ici. Ouais, effectivement. Alors déjà plein d'informations, BTS optique. Donc finalement, dès le départ, tu savais que ton métier, ce serait l'optique, hein. Tu te lances dans des études d'opticienne, qui, à mon sens, est un métier d'avenir, hein, parce que aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes de la population portent des lunettes ou devraient porter des lunettes, mais il me semble que le chiffre grandit régulièrement, jour après jour. Tout le monde en porte, ou presque tout le monde. Ça devient la À peu près norme. 75, ouais. Combien? 75? À peu près, ouais. Ah ouais, c'est énorme. Et bon, du coup, si je veux faire un business, c'est vrai que ça me semble être un bon endroit pour m'installer, parce que c'est hyper intéressant, d'aller là-dessus. Donc dès le départ, BTS. Et pourquoi l'optique? Est-ce qu'il y avait, dans ta famille déjà des opticiens, ou tu avais une Pas vision du totalement tout. différente?
Pas du tout. Ma mère était prof, de maths et mon père ingénieur chez Peugeot, donc rien du tout, rien à voir dans l'optique. Mais mon papa avait beaucoup de soucis au niveau des yeux, de sa santé oculaire et moi je m'étais mise en tête que je voulais l'aider à le soigner, donc j'étais partie pour faire, ophtalmologie au départ. OK. Et en seconde, quand j'avais vu, le conseiller d'orientation, il m'avait dit: «Toi, vu tes résultats, n'y compte même pas, médecine, c'est pas pour toi, tu y arriveras pas». Très encourageant, OK. c'est bien. Et du coup, il m'a dit: «Par contre, si, la vue, ça t'intéresse, il y a, le métier d'opticien qui s'en rapproche». Clairement, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout le même métier. Donc il m'a dit: «Il y a le BTS à Moret, tu peux passer ton bac, STI optique là-bas, comme ça tu as plus de chances d'être prise» et puis, donc j'en avais parlé à mes parents qui m'ont dit: «Bah, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y». Donc je me suis dit: «Bah, allons-y». Mon bac, STI génie optique, quand je suis arrivée à Moret à 17 ans, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais là?» Parce que c'est quand même pas un endroit très, très, très attrayant, Moret. D'accord. Mais j'y garde quand même mes meilleurs souvenirs, hein. J'ai fait 4 ans là-bas, donc mon bac plus mon BTS. J'ai fait le BTS par alternance, c'était pas ce qui me plaisait le plus. Après c'est très diversifié comme métier, donc je faisais beaucoup d'ateliers, donc l'atelier ça me plaisait beaucoup, la vente moins et puis après, bah, j'ai changé de magasin et c'est en changeant de magasin que je me suis rendu compte que non, bah, finalement la vente c'était pas si mal. Le contact avec le client, les clients étaient différents et du coup vraiment ça m'a vraiment confortée dans mon de me dire: «Ah non, si c'est vraiment le métier que je veux faire et que je ferai, je pense, jusqu'à la fin de ma carrière». Eh ben, écoute, une chose il y aura plusieurs choses hyper intéressantes. On me pose souvent la question, Nicolas, comment on peut entreprendre? Dans quoi je peux me lancer? J'ai pas d'idée pour devenir chef d'entreprise, pour créer mon job. Tu viens de donner une partie de la réponse, qui est assez exceptionnelle. Hem, Souvent, alors, je suis pas multimilliardaire, j'ai pas une multinationale, enfin quoique, il est écouté dans le monde le podcast, donc indirectement c'est une multinationale. Mais en fait, j'écoute beaucoup de podcasts de professeurs américains qui parlent de l'entrepreneuriat et toi tu viens d'expliquer la même chose qu'un grand professeur américain qui dit en fait votre métier, votre entreprise, vous pouvez la créer à partir de vos petites frustrations du quotidien. Notez toutes les frustrations, toutes les problématiques que vous rencontrez autour de vous dans un carnet et puis analysez ça une fois par mois, par an, peu importe, par semaine, si vraiment vous avez beaucoup de problématiques et puis éliminer toutes celles qui n'ont pas de potentiel, où ça touche que 2 ou 3 personnes. Éliminer celles qui ont déjà des outils exceptionnels parce que vous avez fini par aller chercher puis trouver finalement la réponse à cette question. Et puis l'autre, bah, en fait, vous avez quelque chose à faire, vous avez une passion et toi, bah, finalement, c'était d'aider ton père et Et finalement, rien que là, tu vois, bah, t'en as fait ton métier en un premier temps et puis aujourd'hui, ben, c'est plus que ton métier puisque c'est ton bah, ça reste ton métier, mais c'est une vocation. Tu t'es investi encore plus puisque maintenant, tu es ta propre chef d'entreprise et tu as des murs autour de toi, il faut payer mmh, et tu vas accompagner plein de gens à mieux voir et Dieu ça. sait que la vue, c'est hyper important. On en parlait quand on s'est rencontrés, pour tout le monde, que ça soit pour les enfants, les adultes, pour l'apprentissage, enfin bref, et moi, je trouve ça génial. Donc, tu vois, tu me donnes un enseignement déjà hyper intéressant. Regardez autour de vous et ça permet déjà de se dire, ok, j'ai une idée, je peux aller plus loin, je peux aider. Rien que ça, c'est cool. Et puis l'autre enseignement que tu me donnes qui m'amuse beaucoup aussi, alors m'amuse de façon sympa, hein, attention, je ne me moque jamais, hein, c'est pas ça la question. C'est je ferai pas de vente, j'aime pas ça. Et puis finalement, le contact humain, c'est cool. Et figure-toi, je suis comme toi, je détestais les gens, mais au plus haut point. J'aime pas trop la nature humaine par rapport à tous ces côtés négatifs où on veut être meilleur que l'autre, on veut écraser l'autre, on veut plus que l'autre, on envie l'autre. Et ça, j'aime pas trop. Et au plus je m'approche, plus je discute avec les gens, avec toi, avec des clients, des choses comme ça, et plus je m'aperçois que les gens, ils sont exceptionnels. Et donc, la vente, c'est vraiment génial pour découvrir encore un autre univers. Donc, deux trucs, tu Oui, vois, oui, complètement. en 3 secondes, tu me donnes 2 trucs hyper intéressants, je trouve, qui peuvent aider, pas mal de nos auditeurs à aller, pousser plus loin leur envie de créer quelque chose. Alors du coup, tu fais de la vente, tu es remplaçante, tu commences à partir à la recherche d'un job. Ça tu déjà en posture de salarié quand pas de salarié, d'entrepreneur quand tu fais du remplacement ou c'est du salariat, des Oui. CDD, des choses comme ça? Non, j'avais une micro-entreprise, donc j'étais en statut d'auto-entrepreneur.
plus simple du coup pour tout le monde parce que du coup, moi, j'avais juste un contrat, donc les magasins qui m'embauchaient, les patrons qui m'embauchaient n'avaient pas besoin de faire de CDI, déclaration URSSAF, tout ce qui peut être, contraignant. Ouais. Donc c'était plus simple pour tout le monde, donc j'avais déjà ce statut-là. Hem, En fait, j'ai commencé par un CDI. En fait, j'ai vu une annonce sur Facebook en 2015, quelqu'un qui recherchait un remplaçant, au fin fond du Gard. C'était super bien payé avec les samedis après-midi. Je l'ai envoyé à une copine et puis là, elle me dit: «Tu pas cap». Bon, bah, le lendemain, j'ai envoyé ma lettre de motivation, mon CV, ils m'ont appelé, j'ai fait une journée d'essai, j'ai dit: «OK» et là, j'ai appelé, mon directeur, de magasin où j'étais. J'ai dit: «Écoutez, je démissionne dans 3 mois, je m'en vais, j'ai trouvé, un CDD pardon, pour un remplacement de congé maternité dans le Gard. C'était une super expérience. Après, il faut se dire, bah, voilà, hein, moi je suis de Montbéliard, donc dans le 25, j'ai tout quitté pour aller faire un CDD, dans le remplacement au fin fond, du Gard, mais c'était génial Et et puis pendant cette nuit, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais après?» Et c'est là que j'avais rencontré une nana qui faisait que des remplacements et puis on en discutait. Je me suis dit: «Waouh, mais en fait, c'est vachement cool, tu vas de magasin en magasin, tu découvres plein de collections, puis si tu as pas envie de rester dans le magasin, t'en fous, dans 15 jours, tu as fini, 3 semaines, c'est fini, tu as aucune attache, tu voyages». Je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est ça que je veux faire». Puis ma copine justement à qui j'avais dit qui m'avait dit: «Tu pas cap», m'a dit: «Mais oui, c'est une trop bonne idée, je te vois trop faire ça, fais-le». Donc je me suis lancée, j'ai lancé la micro-entreprise et puis j'ai commencé à faire une page, sur, Facebook en disant que je faisais des remplacements. Je me suis préparé des petits CV que j'ai envoyés, dans des magasins où j'avais plus ou moins envie de travailler quand même, parce que j'avais, quand même une cible et puis après, bah, au bout d'un an, tu as quand même, ta clientèle, hein, tu as des clients, enfin des opticiens qui ont super confiance en toi et qui disent: «Non, mais l'année prochaine, on reprend nos vacances, on veut que ce soit vous», mais mon agenda était rempli quasiment un an à l'avance. c'est exceptionnel. Donc non, non, c'était une super expérience et du coup, donc c'est comme ça que j'ai connu Sylvie. Elle avait besoin d'une remplaçante, pour tenir sa boutique. Donc je venais régulièrement sur Besançon et c'est vrai que ce magasin, voilà, c'est le magasin traditionnel, typé créateur, plutôt haut de gamme, avec une clientèle, fidèle depuis des années puisque c'est un magasin qui existe depuis 1938. Donc Sylvie avait déjà récupéré beaucoup de clients, du magasin d'avant. Donc c'est comme ça que j'ai atterri ici. Donc tu atterri chez, à Besançon, enfin, ça y est, en remplacement pour, peut-être ces vacances d'été ou de choses comme ça, sur un magasin Ouais. historique, donc comme tu le disais, 1938, c'est juste dingue, hein, de garder aussi longtemps une Ouais. boîte. Ça existe plus beaucoup aujourd'hui, peu revendent leur magasin et le font, le rendent pérenne dans les décennies. Ouais. On voit plutôt des enseignes historiques fermées régulièrement à contrecœur parce que c'est des magasins qu'on apprécie beaucoup, hein. Et alors sur Besançon, j'en ai en tête quelques-uns où j'avais l'impression qu'ils étaient là avant moi, bien avant moi, et puis là ils ferment faute de repreneurs ou faute Mmh. de business. Et toi, tu arrives chez Sylvie et tu t'y sens bien visiblement. Oui, oui, puis moi je m'étais toujours dit, au contraire de ce que beaucoup font aujourd'hui, je ne rouvrirai pas un magasin. On est déjà beaucoup trop nombreux sur le marché. Il y a des magasins qui sont implantés, qui sont historiques. Pour moi, c'était ça qu'il fallait reprendre. Donc c'est vrai que quand, Sylvie m'avait dit, bah, peut-être que plus tard on pourrait faire quelque chose ensemble, sur du long terme, je m'étais dit: «Bah oui, pourquoi pas?» Je le garde dans un coin de ma tête et puis quand ce sera le moment, on en rediscutera, donc j'ai fait des remplacements chez elle à peu près 3 ans, pendant 3 ans et puis c'est sur l'année 2019 où on s'est dit: «Non mais attends, je pense qu'il y a quelque chose à faire» et puis moi, côté perso, j'avais aussi envie de me poser, parce que mon conjoint, il était quand même bien gentil de me laisser partir à la semaine, mais au bout d'un moment, heu, c'est sympa d'être à 2 quand même Effectivement. et puis si on veut des enfants, c'est beaucoup plus pratique d'être là la semaine. Donc en 2019, je me suis dit: «Bah, allez, vas-y banco, on y va, on s'associe». On avait pas mal de projets avec Sylvie, hein. L'idée, c'était que, bah, moi, je sois dans le magasin, qu'elle,
lâche petit à petit le magasin, qu'elle puisse développer le côté domicile vers chez elle puisqu'elle habite en Haute-Saône. Ouais. Donc ça lui permettait de, moins venir sur Besançon, mais tout en travaillant et développant l'activité. On a aussi lancé une collection, propre au magasin. Heu, donc voilà, on avait pas mal de projets qu'on a pu mettre en place, en s'associant du coup en 2019. Bah, écoute, déjà, encore une fois, beaucoup d'informations que tu me donnes, que tu me livres, qui peuvent être utiles. Heu, quand tu m'expliquais, ton système de remplacement, en optique, j'ai un mot qui m'est venu en tête directement, c'est liberté, tu vois? Je me suis dit: «OK, elle s'est acheté sa liberté». Elle a décidé de ne pas être en CDI, dans un poste, enfermée, tous les jours de la semaine, avec des horaires fixes. C'est comme ça que je l'ai ressenti moi au moment où tu me l'expliques. Je me suis dit: «OK, elle s'achète sa liberté». Elle va en plus que ça, tu t'achètes la liberté et ton lieu où tu as envie de travailler, sont capables de se dire: «Bah, tiens, celui-ci, j'ai pas envie de travailler avec, donc bah, je vais pas lui envoyer mon CV ou ma candidature pour le remplacer. Je vais l'envoyer à tel endroit». Je trouve ça génial parce que du coup, d'une part, comme tu le dis, tu t'ennuies jamais et puis au pire, ça dure pas forcément Mmh, très longtemps, et ça. puis et puis tu choisis ton cadre de travail, ou peut-être même tes collègues du coup, ce qui est assez rare de choisir ses collègues, dans une entreprise. Je trouve ça hyper intéressant, et le fait que tu me dises que tu arrives à remplir ton agenda 1 an à l'avance, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui adoreraient pouvoir faire Heu, ça. Quand tu as 1 mois d'avance, déjà, tu es content. Alors 1 an, 12 mois, ce qui est juste exceptionnel. Bon, évidemment, il faut qu'ils prennent leurs vacances, mais comment tu as fait pour devenir, hem, obligatoire finalement pour eux, 1 an à l'avance? C'est qu'ils veulent absolument que ça soit toi. Donc, il y a un petit truc que tu fais que les autres ne font pas? Tu peux me le donner, que moi je le fasse aussi? ah non, non, c'est mon tips perso. Eh merci. Non, après, c'est que ça matchait bien et que je pense que je faisais plutôt bien mon travail. Les gens étaient contents. Je pense que j'étais dans des tarifs, qui restaient, dans la moyenne, hein, parce que les tarifs, en province et les tarifs parisiens de remplaçants sont pas du tout les mêmes, Mmh. donc forcément ça joue aussi. Mais voilà, je sais que par exemple, les petites, structures, les petits magasins, en général, ils prennent 5-6 semaines de vacances, donc plutôt que de fermer et qu'ils veulent 5 ou 6 semaines, bah, ils font appel à moi. Ils savent que moi je suis là, qu'en plus du coup, je viens quand même assez régulièrement, donc les clients, il y en a que je voyais régulièrement et puis il y a des congés maternité. J'avais souvent au moins un congé maternité par an, donc c'est déjà 4 ou 5 mois suivant les structures et puis après, bah, c'était beaucoup des gens qui sont en vacances et voilà, comme, ils me prennent plusieurs fois dans l'année, c'est vrai que ça se remplit. Puis comme les périodes sont souvent les mêmes d'une année à l'autre, du coup, bah, c'est: «OK, nous ça a bien matché cette année, on veut que ce soit vous l'année prochaine». Beaucoup ont été déçus quand je leur ai dit: «Bon, bah, maintenant j'arrête. Qui est-ce qu'on va retrouver? On trouvera personne». Et puis c'est vrai on n'est pas nombreux en tant que remplaçants, c'est quand même compliqué aujourd'hui de trouver. Après je sais que moi j'ai une capacité à m'adapter très vite, en une journée, je maîtrise parce que, il y a une quinzaine de logiciels, il y a une quinzaine de fournisseurs de verres, donc il faut connaître les verres, il faut connaître les logiciels, il faut savoir s'adapter, parce que je suis déjà arrivée dans des magasins, on m'a dit: «Tiens voilà les clés, débrouille-toi quoi, hein». Ah ouais. Donc j'arrive le matin à 9 heures. OK, alors je découvre, alors ça c'est rangé là, alors ça c'est où le logiciel? Ouah, mais du coup tu es obligé d'être prêt, là pour 9h30, tu as déjà un client, il faut que tu saches tout faire quoi et si tu mets 3 jours à t'adapter et que tu es là qu'une semaine, en fait, ah bah, on te rappelle pas. Donc faut avoir cette capacité à être prêt tout de suite, à maîtriser ce que tu fais, ton discours, maîtriser tes vers, ton logiciel, la machine, voilà, il faut que ce soit, tout de suite et comme ça tu es sûr que, bah, au moins les gens ils ont confiance en toi et puis ils te rappellent après quoi. Donc le maître Parce mot que si pour tu être mets une rappelé. semaine à t'adapter, en fait, ça sert à rien. Effectivement. Donc le maître mot pour être, recontacté, ultérieurement, pour pouvoir toujours avoir des contrats, c'est l'adaptabilité finalement. Ouais, c'est ça. S'adapter très, très vite et Oui. donc être curieux, curieuse Mmh. de ton outil de travail, avoir envie de fouiller partout, parce que, si tu arrives Ah quelque oui. part, où sont les stylos? Bon ben, peut-être dans le poids stylo, certains vont les mettre sur les claviers, d'autres, je sais pas où, près de l'évier. Donc c'est tous des trucs hyper importants. Mais quand tu es entrepreneur, de toute façon, tu dois être,
être autodidacte, parce que Oui. là, on va revenir progressivement à ton achat, enfin à ta stabilité définitive, à ta sédentarisation. Mmh. Et tu le vois aujourd'hui, le coût de peinture, ben il y a deux solutions. Soit tu fais appel à un prestataire externe qui va peut-être te coûter un peu d'argent, soit tu le mets toi-même. Donc même une fois que tu es stabilisé, si tu sais pas t'adapter, ben ça devient compliqué. Sauf si tu es très Tout à très fait. riche et là c'est pas un problème. Mais bon, si on peut éviter de Pas le dépenser cas. trop, c'est pas encore le cas, mais ça va venir, t'inquiète. Euh, cool. Donc moi j'ai plein de choses et j'ai aussi un truc que je trouve intéressant en cas de remplacement. Tu te fais une page Facebook. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui en 2020, on est en quoi maintenant 2026, une page Facebook pour un remplacement, ça reste quelque chose de d'intéressant pour aller trouver ses futurs clients, enfin ses clients en l'occurrence? Mmh, oui, oui, mais il faut aussi une page LinkedIn, je pense. Parce on est quand même assez nombreux sur Facebook. Ça reste quand même la tranche des plus de 40 ans, sans dénigrer qui que ce soit, hein, mais ça reste quand même cette tranche-là qui est quand même sur Facebook. Nous, on a pas mal de pages d'opticiens, que ce soit pour, des questions pro ou des opticiens pour de l'échange de pointures, ou il doit y avoir une page, qui doit encore exister pour les remplacements, pour les jobs, on a encore ces pages qui sont encore actives, donc je pense que ça peut être utile, mais aujourd'hui, le LinkedIn aussi est très, très présent, de plus en plus présent, nous, dans l'optique. Je le vois, étant, aussi sur le LinkedIn, je vois vraiment, alors des grands noms surtout d'opticiens, de patrons d'opticiens, ils sont beaucoup sur, LinkedIn, et ce qui permet justement, voilà, d'avoir un tremplin aussi, parce que et de se mettre en relation avec tout un tas d'opticiens sur LinkedIn. Je trouve que dès que quelqu'un argumente quelque chose, commente, bah, tout le monde est au courant du coup, donc ça peut mettre en relation beaucoup plus facilement que sur Facebook. Ouais, OK. Donc je note, Facebook, c'est toujours intéressant, mais ne pas Oui, négliger LinkedIn, et puis non, pas du tout. les CV en porte-à-porte, ça marchait bien? Et ben, j'avais fait ça, j'avais essayé de faire ça plutôt propre, alors j'avais envoyé par courrier, je m'étais fait un dépliant Oh, avec, mon planning, qui était déjà plus ou moins rempli à la fin, donc enfin voilà, j'avais retracé mon parcours, les verriers que je connaissais, les machines, les logiciels, tout ce que je savais faire, les magasins où j'avais déjà travaillé, donc j'avais envoyé ça sous forme de dépliant. J'avais dû en envoyer une cinquantaine, j'avais fait sur la région, Franche-Comté, et j'avais pris le temps quand même d'aller voir les magasins, sur Besançon et Baume-les-Dames. Enfin, les magasins autour de chez moi, pour dire: «Voilà, je vous ai envoyé ça, je viens me présenter, si jamais vous avez besoin, voilà, vous savez que c'est moi, mes coordonnées sont là», excellent. donc J'aime beaucoup le dépliant, tu vois? Je l'ai noté, je oui. trouve ça une super idée et ce que j'aime beaucoup, c'est le fait d'avoir accès à ton planning directement, dessus, parce que comme ça, bah, tu montres déjà que tu un peu de crédit puisque toutes tes périodes sont pas disponibles, donc déjà occupé par, Mmh. d'autres missions. Alors dans mon esprit, torturé, j'ai évidemment déjà imaginé la mienne, heu et j'imaginais très bien un lien vers un Calendly directement, tu vois? Un agenda online où ils peuvent prendre directement, tes prestations Mmh. directement via un QR code ou un truc comme ça. Je trouve ça hyper intéressant, hyper malin, bravo. Je le note, je trouve que c'est une bonne astuce qu'on peut retravailler pour chaque Ouais. corps d'activité et Mmh mh. moi, je trouve ça très, très bien, j'adore. Je prends, je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, ceux qui nous écoutent, si vous en avez l'idée, n'hésitez pas déjà à me le dire, à le dire à Anne également. On croit que c'est une super idée et puis moi, je vais travailler sur cette idée-là, j'aime beaucoup. Alors 2019, tu arrives chez Sylvie, qui s'appelle à l'époque, Siloptique, c'est ça? Ouais, c'est Voilà ça. et donc là, alors tu es pas salariée, tu plus remplaçante non plus, mais tu es, Non, on s'est co associés. associée directement. Alors pourquoi on en arrive à Oui. être associé à ce moment-là? Pourquoi tu te stabilises? Puisqu'en fait, d'après ce que tu m'as dit, tu avais ta liberté, tu étais libre de faire ce que tu voulais, de choisir ce que tu voulais, tu pouvais bouger quand tu en avais envie et là, d'un seul coup, tu te mets un boulet au pied en disant: «Tiens, bah, je vais rester dans ce local à toute ma vie» parce que quand tu t'associes, tu te dis déjà, c'est pas pour 3 jours, quoi et tu peux pas t'enfuir dans 15 jours comme tu le disais tout à l'heure. Non plus. Pourquoi tu décides de t'associer et comment, qu'est-ce que c'est que de devenir associé avec avec une personne, une structure qui existe déjà depuis, depuis 1938, c'est ça? Ouais, 38.
Bah, en fait, avec Sylvie, on se connaissait depuis 2016 et on avait vraiment eu un beau feeling et donc on conversait souvent sur les projets qu'on pouvait avoir et puis en 2019, elle me dit: «Écoute, moi j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble», bon, elle avait quelques soucis de santé, donc c'était aussi l'idée d'être moins présente au magasin, de prendre plus de temps pour elle et puis c'est vrai que nous, on n'avait pas dans l'immédiat, mais on en parlait un peu d'avoir un projet d'enfant, donc tu peux pas faire un enfant quand tu es pas là, quoi, donc c'était de me dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai fait le tour, j'ai fait une super expérience», et puis j'avais quand même envie à un moment donné aussi d'avoir cette opportunité-là, de me dire: «Voilà, j'ai l'opportunité de racheter un magasin qui existe déjà sur un créneau dont j'ai envie». En fait, je me dis: «C'est oui, bah, c'est le moment, on y va, quoi». Donc l'idée, c'était qu'en fait, en s'associant, bah, on est associés et puis quand, Sylvie, elle est prête à partir à la retraite et ben, moi, je rachète, le reste de ses parts et puis les gens me connaissent, j'aurai eu ma clientèle, d'ici là et puis voilà, ça se fait petit à petit. C'était vraiment pour, faire une transition entre elle et moi. Ouais, donc un rachat, à long terme de Voilà, l'entreprise. c'est ça. Tu te positionnes alors, au moment où vous vous associez, donc vous faites du quoi? 50-50? Ce qui est 50-50, c'est dur 50-50 parce que quand il faut trancher, qui tranche? Je discute avec beaucoup de monde, alors il y en a, ils sont associés à 3 parce qu'en fait, comme ça, la majorité Bah l'emporte et oui. le problème est réglé. À 2, 50-50, faut vraiment être très aligné parce que ça peut vite rentrer en conflit. Est-ce que, dans ces 50-50, vous aviez défini des tâches bien spécifiques. Toi, tu vas t'occuper de la compta, toi, tu vas t'occuper du merch, toi, tu vas t'occuper des clients. Bref, est-ce que vous vous étiez défini des rôles respectifs? Pas vraiment, ça s'est défini un peu tout seul parce qu'on était quand même très complémentaires avec Sylvie et puis on était quand même très souvent en raccord et quand, une avait une idée, on en parlait à l'autre et puis: «Ah ouais, tu as raison, c'est une bonne idée» ou «Non, je pense pas, ça marche pas». Enfin, globalement, on avait toujours, enfin les idées qu'on avait, ça matchait souvent avec l'autre mais on communiquait beaucoup et du coup, c'est vrai bah, ça mettait bien les choses à plat et chacune avait son «terrain de jeu» entre guillemets et chacune savait ce qu'elle avait à faire, donc ça se passait bien. Ça se passait bien et moi j'aime beaucoup, ce que tu expliquais tout à l'heure, que, toi tu restes, sur le magasin, tu ouvres la grille et tu attends, le client et elle se déplace chez les personnes ne pouvant pas se déplacer, parce que distance trop éloignée, parce que pas de véhicule, parce que un milliard d'excuses différentes. Moi, je trouve ça hyper intéressant d'aller chez le client, pour, alors moi, je savais pas que ça se faisait du tout. Je m'étais même jamais posé la question, tu vois? Autant pour les coiffeurs, j'ai pas de problème, je comprends le truc et je m'étais pas posé la question pour ton job, mais c'est tellement évident que ça me semble, bah, c'est l'évidence même, en fait. Mais je trouve ça bien, donc du coup, en fait, vous étiez même pas forcément l'une sur l'autre toute la journée. Non, Heu, du tout. vous vaquiez à vos occupations chacune de vos Oui. côtés et parfois, peut-être sur des périodes de forte affluence dans le magasin, vous étiez les 2 à ce moment-là ensemble, c'est ça? En fait, Sylvie travaillait le lundi, mardi, vendredi, samedi à domicile, suivant les rendez-vous Bien sûr. et on était les 2 le mercredi au magasin, toutes les 2 et le samedi, on faisait un samedi sur 2 chacune et au tout début qu'elle avait commencé le domicile, alors il y avait 2 choses. C'est soit effectivement elle allait au domicile des personnes en Haute-Saône, parce que alors, là où elle vit, tu rien, le plus proche c'est Rio ou Vesoul ou Grès, c'est minimum 20 kilomètres. Ouais. Donc, il y a quand même pas grand-chose dans son secteur et puis, au début, on recevait les infirmières du cabinet médical de Noidans-le-Ferroux nous louaient le cabinet le lundi après-midi. Donc on recevait aussi les gens au Mmh. cabinet médical. Sauf qu'au bout d'un moment, les infirmières nous ont dit: «Bah, nous, on a trop de demandes, donc on peut plus vous le laisser le lundi, il faut trouver un autre local» et l'ancien local de la poste a été disponible dans l'année 2020. Donc on a pris l'ancien local de la poste que Sylvie a tout aménagé et elle était là tous les mardis au local et après, ben, le reste de la semaine, elle recevait, sur rendez-vous, donc soit dans le local, soit elle emmenait les montures chez les personnes directement.
Oh, c'est excellent. J'aime encore l'idée, de sortir de son cadre parce je sais pas si vous êtes Oui. nombreuses, nombreux dans la profession à faire ça, mais je trouve ça hyper intéressant de faire des petits points de chute. On aurait presque imaginé, tu vois, plus tu en parles, je me dis: «Bah, en pourquoi ne pas en faire?» Le lundi, tu fais, dans un village à tant de kilomètres, tu trouves un autre local dans un autre village pour le mardi, mercredi, tu vois? En fait, un voir un camion ambulant, pourquoi pas, carrément où tu amènes tout ton matos en même temps. Je trouve ça hyper intéressant. Je ne sais pas si ça se fait, tu sais, façon les boulangers qui sont avec leurs petits Ouais, camions, ouais. hein, et je trouve ça hyper intéressant. Si ça se fait pas, c'est une bonne idée. Moi, je trouve Et ça vraiment bien. ben, ça s'est fait, mais en termes de loi, c'est le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas habilité, on n'a pas le droit de faire un contrôle de la vue en dehors de nos murs, OK. déjà. Donc et puis on n'a pas le droit de démarcher. On ne peut pas faire du porte-à-porte. Ah OK, c'est très réglementé. Donc tu peux enfin, c'est les clients qui doivent, venir à toi, en fait. Tu peux pas toquer chez tout le monde, dire, «Eh oh, je vous vends des lunettes». Non, ça on n'a pas le droit. Le Oui. démarchage comme ça, on n'a pas le droit. Donc du coup, le camion, ça marche pas. Il y en a qui ont essayé, mais tu vois bien que les rues ne sont pas remplies de camions, Oui, oui. d'opticiens. Mais par contre, voilà, on a déjà, proposé, une journée, dépistage, avec, ça avait été mis en place avec les mairies pour dire, voilà, on vous propose, on vient, on fait, des tests d'acuité, on regarde un petit peu où vous en êtes au niveau de la vue, sans faire de contrôle. On avait aussi emmené Sylvie, elle avait emmené des montures pour présenter un petit peu ce qu'on faisait. Puis après, si les gens sont intéressés pour, faire un contrôle, bah, on les invite au magasin. S'ils veulent refaire des lunettes, on reprend rendez-vous. Mais oui, ça, c'est des choses qui avaient été mises en place et qui avaient été plutôt bien appréciées aussi. Les maires avaient été ça fait une petite activité et puis au moins ça f donne quand même un accès, heu, aux soins, quoi. Parce Ouais, que les ophtalmos, eux, ne se déplacent pas. beh, c'est ça, oui, Donc ouais, c'est compliqué. faut aussi pouvoir pallier à ce problème-là parce que ça reste des gens qui sont quand même, voilà, dans la campagne. Ils ont pas forcément, envie d'aller jusqu'à Vesoul ou jusqu'à Besançon, mais ils ont quand même un besoin donc on propose cette alternative-là. OK. Moi, j'aime beaucoup l'idée, en tout cas. Je serais pas étonné de voir, alors même si tu peux pas te démarcher, mais comme tu le dis, une affiche à la mairie, «Je passe, Oui. tel jour à telle heure, venez sur la place du village», c'est pas du démarchage. On le voit, hein. Je vois des pubs pour des grands noms de l'optique, en 4 Voilà. mètres par 3 mètres dans les rues, bon, après, les gens y vont, quoi. C'est pas la différence, c'est que tu vas pas à eux. Mais bon, j'aime beaucoup en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. J'ai une question, quand tu t'associes, parce que s'associer avec quelqu'un, c'est bien, mais généralement, il faut amener des fonds. Heu, parce que, ben, la personne veut pas forcément juste un salarié, sinon il prend un salarié et puis c'est plus simple. Quand tu arrives, pour devenir associé avec, Sylvie, tu comment ça se passe? Tu lui rachètes des parts? Elle te vend l'entreprise vaut X milliers d'euros, elle te dit: «Bah, écoute, on coupe en 2, tu me donnes l'autre moitié et puis on est associés», ou il y a des mécaniques que moi je ne connais pas qui peuvent être mises en place? Non, j'ai fait un apport en capital. OK. Donc tu as augmenté le Donc capital de donc j'ai l'entreprise. augmenté le capital, oui. OK, et ces fonds, pour augmenter le capital, comment tu l'obtiens? Alors évidemment, tu es pas obligé de répondre à toutes mes questions, hein, il y a pas de mais est-ce que, c'est, toutes tes économies que tu avais mis ou toutes ou pas, partiellement, hein, tu es pas obligé d'avoir tout mis, mais c'est des économies que tu es allé mettre de ta poche ou, tu as plutôt, tapé aux portes des banques pour leur demander, qu'ils t'accompagnent sur ton projet? J'ai toqué à la porte de ma maman. C'est une bonne banque, ça Voilà. marche des fois. Après taux 0, heu, non, non, ma maman m'avait dit, qu'elle pouvait m'aider pour me donner de l'argent pour justement que je puisse apporter des fonds, dans la société. OK, bon, bah, ça, c'est bien. Donc quand on a la possibilité Oui. d'avoir ça, franchement, c'est top, faut en profiter. Oui, Un taux oui, oui. 0, c'est quand même assez rare pour des banques, donc ouais, profitez-en, c'est vraiment génial. Alors tout se passe bien jusqu'en 2022, je crois, où, tu décides, alors je sais pas si tu décides ou c'est un commun accord, tu vas me le dire, de devenir, la seule commandante de bord, du bateau. Tu rachètes la totalité de ses parts et tu deviens la patronne. Il y en a plus 2, il y a plus que toi.
toi. Comment ça se passe? À quel moment on se dit: «Et c'est plus juste un job, ça va être mon moteur de vie complet, ça devient ma boîte» avec un «ma» majuscule, tu vois? Voilà. Comment ça se passe et comment on en arrive là? Et même si c'était prévu à long terme, mais c'est que 3 ans, 2019-2022, c'est ça? Donc Oui. c'est 3 ans, donc c'était peut-être prévu pour plus loin dans le temps. Est-ce qu'il y a eu, des choses qui t'ont poussé à aller plus vite? Bah, c'est pas moi, c'est lui qui m'a dit un jour: «Écoute, moi j'en ai marre de gérer le magasin, toi tu gères plutôt bien, tu t'occupes de tout, moi j'ai plus envie d'avoir des soucis donc si toi tu es OK, je veux bien te vendre les parts comme ça, bah, c'est fait, on n'en parle plus». Moi que je le fasse maintenant ou dans 2 ans, en soi ça me changeait pas grand-chose et puis, bah, j'avais, un appartement à Montbéliard et je m'étais dit: «Bah, le jour où je dois racheter les parts du magasin, je le mettrai en vente» et 2 jours après où elle me dit: «Je voudrais te vendre mes parts», je reçois un courrier de mes locataires me disant: «On s'en va». Donc Génial. là, je me suis dit: «L'univers entier m'envoie un signe». D'où je me suis dit: «Bah, écoute, ça tombe bien, mes locataires s'en vont, je vais mettre mon appartement en vente et puis, une partie de la vente servira, au rachat de tes parts». Donc l'appartement s'est vendu, courant 2022. Et puis, bah, on clôture au 30 septembre, donc au 30 septembre, a été acté que enfin, au 1er octobre, Sylvie ne faisait plus partie de la gérance de la boutique. Elle devenait ma salariée, du coup. Ah donc elle passe de patronne à salariée dans l'entreprise où elle travaille. Alors à nouveau plein de questions qui me viennent en tête. Comment, bon, bah, tu rachètes donc ça c'est bien. Moi, il y a dans ce que tu me dis, j'ai noté, elle te vend la elle te propose de racheter, l'entreprise et tu lui dis: «C'est parce que elle te dit: «Je n'ai plus envie d'avoir de soucis». Et à ce moment-là, est-ce que ça te met pas un peu la puce à l'oreille en te disant: «Bon, ça va être compliqué» parce qu'elle veut quand même se débarrasser des soucis et toi, tu moi, je vais dans un magasin quand il y a une boîte de soucis, je l'achète pas, tu vois? Je vais plutôt aller chercher une boîte d'espoir ou de mais toi, tu te dis: «OK, c'est bon, je «Oh, vais je prendre tes fonce, moi!» soucis, OK». Et là, avec le recul, alors sans trop tout dire parce qu'on va avancer progressivement, mais, en quelques mots, ces soucis sont surmontables? On a passé le covid, on se dit que oui. Bon, bah, c'est déjà bien. Effectivement, 2020, compliqué et par la suite, compliqué. Alors un truc fou, le patron devient le salarié, la patronne devient la salariée. Comment, comment on gère l'ego, de changement de posture dans son rôle à ce moment-là? Comment toi deviens, la personne qui dirige le bateau et qui donne les directives? Comment elle l'accepte et comment tu l'amènes? Est-ce que tu as des trucs à me donner? C'est pas forcément des conseils, mais, des choses sur lesquelles tu t'es, peut-être cassé les dents ou d'autres, tu as eu des éléments de réussite et tu en es fier, qui pourraient aider tous ceux qui sont en phase de se dire: «Tiens, je vais racheter ma boîte parce que je trouve ça génial, mais, je vais garder mon patron parce qu'il était cool finalement». Non, non, c'est compliqué. En fait, si tout va bien, tout roule, moi, je sais qu'en 2023, ça a été une année très compliquée financièrement et c'est moi qui avais, du coup, le magasin était à moi, donc c'est à moi que tous les soucis étaient pour moi, je me suis dit: «Bah, tu es ma salariée». Elle, le but de plus être, gérante, c'était de voilà, de plus avoir à gérer de soucis de quoi que ce soit, donc je voulais pas non plus, je lui ai pas parlé de tout, donc elle a été payée tous les mois, et puis moi, bah, je tapais dans mes économies parce que tu es la patronne, donc c'est toi la dernière qui te paye. Ouais, Chose à ne pas faire d'ailleurs, hein, je le précise. je prends. On ne prend pas ce qui reste, on fait autrement. Donc voilà, j'ai eu pas mal de soucis parce qu'on avait acheté beaucoup de stocks sur l'année précédente et on a eu une baisse de fréquentation l'année suivante, donc trésorerie très tendue. Hem Et puis, bah, moi, j'avais quand même vu la CCI qui m'avait dit: «Bah, il faut soit envisager un licenciement». Oui, mais moi, j'ai pas envie parce que enfin, vous comprenez, c'est quand même compliqué à ma place, heu, elle m'a ouvert son magasin, elle m'a accueilli dans son magasin. Moi, en plus, c'est cool parce que, ben, j'ai quand même un samedi sur 2, j'ai mes vacances. Quand, ma fille, elle est malade, je sais que je peux compter sur elle et inversement. Enfin, voilà, on compte quand même l'une sur l'autre et je trouvais ça très compliqué de me dire: «Bah, en fait, financièrement, ça va pas, mais et puis c'est elle
que je dois faire sauter, quoi et ça a été très, très compliqué. Donc j'ai essayé de lui dire tant bien que mal, bah, là, c'est compliqué, il faut qu'on trouve, une solution. La solution, c'est soit, bah, soit, tu t'en vas, soit il faut essayer de se booster un peu plus, bah, chercher plus de clients, augmenter nos ventes, enfin, il faut soit le chiffre reste comme ça et on peut pas être à 2, soit il faut augmenter le chiffre. Donc j'ai essayé de regarder plus attentivement les chiffres, qui fait quoi et de dire: «Ah ben, voilà, moi, il faut que je fasse plus, toi, par contre, là, oui, effectivement, il faut que tu fasses plus» et je pense que ça a pas été très bien accueilli. Donc voilà, j et puis je voyais bien, des fois, enfin quand, tu as été patron de ton magasin, tu fais ce que tu as envie, quand tu as envie, comme tu veux et puis quand tu es salarié, bah, tu as tous tes avantages de salarié, mais tu as quand même été patron, donc tu gardes quand même tes avantages du patronat, quoi. Mmh. Donc ça a été un peu compliqué et puis, bah, on comme je te disais au début, on discutait beaucoup, on était très souvent en raccord et puis, bah, vu qu'elle était ma salariée, j'avais pas non plus envie d'être trop envahissante donc je la laissais un peu plus souvent tranquille, tu vois? Avant, tous les samedis, chacune faisait un compte rendu de ce qu'elle avait fait la journée. Et voilà, bah, j'ai vu un tel, j'ai fait ça, que ce soit elle ou moi. Enfin, chaque samedi, le soir, on avait un compte rendu. Puis quand elle est devenue ma salariée, bah, du coup, je lui demandais pas, en fait, je me suis dit: «C'est bon, laisse-la tranquille, enfin voilà, toi tu fais autre chose», et puis du coup, bah, les échanges se sont espacés et puis, bah, elle venait plus tous les mercredis, elle venait plus qu'un mercredi sur 2 et puis donc on se voyait moins, donc moins de communication. Donc ça a été plus compliqué et puis, bah, elle a eu pas mal de soucis de santé et puis elle est en arrêt Ah oui. depuis 1 an. OK, donc là, aujourd'hui, tu te retrouves seul, à bord et ouais, donc pas mal de choses. Je note, la CCI qui te me propose de licencier la personne, évidemment. Bah, oui, quand on regarde des comptes et qu'on voit que le peut-être le plus gros poste de dépense, c'est le salaire et que sans ça, tu t'en sors mieux. Bah, oui, évidemment, le conseiller est là pour te conseiller, donc il va pas le faire à ta place. À toi de décider ce que tu as envie de faire et puis je comprends ta posture, très compliquée de se dire: «Ouais, Ah mais oui, j'en suis là grâce à elle, finalement» oui, c'est ça. et c'est compliqué de partir et puis potentiellement, je l'aime bien aussi la personne, je la Non trouve mais oui, cool oui, et c'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Enfin voilà, on était raccord sur beaucoup de choses. On était très différentes mais très complémentaires, enfin moi j'avais beaucoup d'estime pour elle, donc c'était compliqué de dire: «Eh ben, en fait, j'ai racheté, maintenant tu dégages, quoi» ouais. et puis c'était pas comme ça que ça devait se passer donc c'était compliqué. Ouais et je vois un enseignement hyper intéressant, alors avec le recul, moi de mon point de vue évidemment tout est facile et tout ce que je vais te dire semble le mec il sait tout sur tout, non, mais je suis très éloigné de ton univers et de tes problématiques. Alors de mon point de vue, je me dis qu'en fait, il faut savoir poser les bonnes questions au bon moment. Il faut les poser, mettre sur Oui. table, même si c'est ton salarié, ta salarié, vous êtes que 2 de toute façon. Donc à un moment donné, ben, le destin de l'un, est lié au destin de l'autre, hein, finalement. Et puis, garder le contact. Est-ce que tu as perdu, le samedi, les bilans que vous faisiez, bah, en fait, on le fait plus, parce que et tu le dis justement, bah, en fait, c'est une salariée. Je vais pas l'embêter comme elle était patronne avant à me faire des bilans de ses ventes et de choses comme ça. Et je trouve, évidemment, c'est facile à dire, hein, de ma part, et je trouve ça effectivement dommage d'avoir perdu ce lien, qui vous unissait, dans la réussite de l'entreprise, et ce qui fait peut-être qu'elle est moins engagée au fur et à mesure. Et puis, bah, aujourd'hui, elle est plus là depuis 1 an, mais si elle est malade, c'est plutôt logique. Même si Oui, ça voilà. t'embête, mais voilà. Donc ouais, je note tout ça, je trouve ça hyper intéressant, que tu nous le donnes comme ça parce que je trouve, ce sera bien. Et puis il y a un truc qui m'interpelle beaucoup, c'est que pour l'instant le magasin il s'appelle, Siloptique. Hem, du coup, il porte quand même son nom, le magasin? Oui, en fait, moi je m'étais dit, «Je vais garder le nom du magasin et le jour où Sylvie s'en va, je le changerai à ce moment-là» Mmh, et là, si tu veux, bah, comme j'ai pas de date de retour, que du coup, enfin voilà, on n'a plus vraiment de contact, ce nom-là ne me correspond plus du tout. J'ai 3 de mes confrères, très, très proches de ma rue, très, très proche. bah, les 3 vraiment à côté de moi qui ont tous rénové leur magasin sur l'année dernière et là, moi, je me suis dit:
il faut que je fasse quelque chose moi aussi. C'est ce qu'on appelle une concurrence saine, hein, s'il y en a un qui fait quelque chose, bah, fais quelque chose aussi pour sortir de ta zone de confort et faut s'élever. Donc là, je me suis dit: «Qu'est-ce que je peux faire?» Le magasin, il est quand même récent, je vais pas le refaire tout de suite. Bon, bah, je vais changer de nom parce que ça fait un moment que ça me trotte, que de toute façon ce nom ça me plaît plus, le logo ça me plaît plus, donc allez, allons, faisons ça, changeons l'identité nominale et l'identité visuelle du magasin Et ça, et donc ça te permet un vent de nouveauté évidemment pour, pallier à la concurrence qui fait la même chose. Mais pour toi, ça a une grosse signification de changer le nom, parce que cette fois tu te l'attribues réellement oui, et tu lui donnes le nom, de la vision que tu as de ton entreprise. C'est d'ailleurs quoi le nom, si tu peux nous le donner pour que tout le monde le sache? oui, c'est audace et vision. Audace et vision. Bah, voilà, c'est clair, audace et vision, beaucoup d'audace dans le truc et bah, la vision, bon, il y a on peut le voir de plein de façons p différentes, hein. Une vision à long terme, on peut le Exactement, voir une vision de près ou de loin, on peut voir, le visionnaire, la visionnaire, c'est ça. c'est voilà, on a énormément de significations autour de ça. Donc tu prends ce nom-là, alors j'ai eu pas mal de contacts qui me disaient: «Mais comment on crée un nom d'une boîte?» Comme si moi je savais, hein, tu sais? Parce que je suis évidemment, marketeur, reconnu au niveau mondial. On me pose la question et alors on m'a posé la question parce que j'avais fait un post LinkedIn où j'explique que pour moi le nom n'est rien d'une entreprise. Alors il faut qu'il soit intéressant, il faut qu'il soit réfléchi, il faut qu'il attention, hein, un peu pondérer un peu les propos, mais personne n'aurait jamais acheté, une pomme et je le dis très souvent, à 1 500 balles et pourtant tout le monde achète de l'iPhone Ouais, c'est d'une ça. marque qui s'appelle Apple. Non, personne n'achète ça. Personne Mmh mh. n'aurait misé 1 centime sur un nom de marque qui s'appelle Windows, des fenêtres. J'achète des fenêtres. Mmh Ouais, mh. super, personne. Et pourtant, aujourd'hui, ces noms de marques sont, sont des renommées internationales, des réussites internationales. Au niveau mondial, personne n'a, enfin, tout le monde a entendu parler de ce produit-là et sait ce que c'est. Donc en fait, le nom n'est rien à partir du moment où, bah, si la réussite n'est pas derrière, le nom disparaîtra. Donc la réussite fait le nom et c'est ce que j'essaye de dire à tous ceux qui sont autour de moi. On s'en fiche un peu du nom. Alors il faut que ça soit un peu réfléchi, il faut que ça soit un peu intelligent, il faut qu'il y ait une histoire quand même à raconter parce que les journalistes aiment bien les histoires. Donc si on n'a rien à raconter, c'est compliqué. Donc du coup, audace et vision. Alors audace, pourquoi? Alors pour, trouver le nom et l'identité visuelle, j'ai quand même fait appel à quelqu'un, hein, je c'est pas sorti tout de mon chapeau. J'ai travaillé, avec Cécile Enki, qui Mmh. est graphiste, sur Besançon et avec qui je partage beaucoup de valeurs et moi, c'était évident que ce soit elle avec qui, je voulais travailler. Elle m'avait fait plusieurs propositions, c'était pas Audace et Vision qui était sorti en premier. Il y avait Audace et vous. J'aimais bien, mais je trouvais que ça faisait un peu trop coiffeur, pas assez de rapport à l'optique Exact. et puis moi, de toute façon personne ne me connaît, j'avais pas envie qu'on mette mon nom, et il fallait vraiment que ça reste quand même, dans le domaine de la lunette, de l'optique et je lui avais dit: «Par contre, je veux pas lunettes, je veux pas lunetterie, je veux pas œil, je veux pas vue, je veux pas voir», parce que c'est tous des noms qui sont déjà pris. Je veux pas optique parce que je trouve ça moche. Enfin voilà et là, il reste quand même plus grand chose et c'est vrai que vision, bon, bah, écoute, c'est pas mal, audace et vision, ouais, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je trouve que bah, ça montre bien ce que représente le magasin, les valeurs que je veux. C'est le côté audacieux par les lunettes que je propose, colorées, originales, différenciantes de ce qu'on trouve dans les grandes enseignes et puis le vision, je voulais ça, qui se rapporte au métier parce que je fais pas que de la lunette originale, hein, je redonne quand même la vue aux gens à travers les verres correcteurs donc voilà, je trouvais que le nom, bah, regroupait vraiment les 2 aspects du métier, le côté original et le côté, bah, je retrouve la vue, quoi. Je fais pas juste de la lunette originale, quoi. Je fais aussi des verres parce que des fois, on arrive, on me dit: «Mais, vous faites aussi des verres?» Bah, oui, en fait, je suis opticienne, quoi, je fais les lunettes, les verres, je fais tout, je fais les lentilles aussi,
Mais Donc ouais, et alors moi, Audace, quand je suis rentré, parce qu'on s'est rencontrés dans ton magasin, alors je sais plus le jour, bref, entre midi et 2, on s'est rencontrés et Audace, je le ressens quand je rentre dans le magasin. Comme tu le dis, tu fais des montures originales quand même. Alors tu fais pas que ça, évidemment, mais c'est ce qui ressort vraiment, et l'histoire, alors je vais la raconter comme je l'ai compris, mais je t'en prie, corrige-moi, je serais très content que tu ailles. Moi, ce que j'ai compris, quand on rentre chez toi, on a l'accès à des créateurs, je sais pas comment ça s'appelle, des fabricants de montures, tu me corrigeras dessus, Mmh. qui sont bah déjà très bah, français, régional pour presque être proche Et de nous, et puis très original, très audacieux. Bah, on voit, alors pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vont te voir avec tes lunettes. Ces lunettes-là, je vais pas les trouver aux quatre coins de la rue. Et ce que tu m'as dit, et c'est ce que j'ai trouvé génial quand tu m'as présenté ton projet, ta vision, c'est ton audace, c'est bah, en fait la paire de lunettes que j'ai là. Tu la retrouveras jamais à Besançon autre que sur ton nez. Tu me disais que c'était des paires uniques dans la région. Tu avais l'exclusivité sur certaines montures et que bah, celle-là, il y a que moi qui pourrais l'avoir si je devais la prendre chez toi. Et j'ai trouvé ça génial. Du coup, audace, bah ouais, c'est audacieux. Et puis là, bah, t'as une vision de fou. Est-ce que j'ai compris Est-ce que c'est ce que toi t'avais envie de mettre en avant quand tu as choisi des montures particulièrement différentes? on est déjà tellement nombreux sur Besançon notamment, si c'est pour faire la même chose que tout le monde, ça a aucun intérêt. Il existe quand même pas mal de fabricants de lunettes pour qu'on puisse trouver chacun de quelque chose qui corresponde à notre personnalité à nous. Donc voilà, moi l'idée au magasin, c'est de travailler sur des petites collections, des petits créateurs régionaux le plus possible et quand j'achète une monture, je l'achète qu'une fois. C'est-à-dire que même si c'est un modèle qui perdure dans le temps, si je l'ai vendu, je la rachète pas. Comme ça, toi, tu te retrouves pas avec quelqu'un en face de toi dans la rue qui a la même. J'essaye d'avoir, des exclusivités, alors, ça marche pas toujours, mais quand je rentre une collection, l'idée c'est vraiment, que sur Besançon, au moins le centre-ville, je sois la seule à le proposer. Comme ça, vraiment, tu sais que, cette monture-là, elle est à toi et personne d'autre sur Besançon ne l'aura et même, dans alors, je peux la décliner dans d'autres couleurs quand même, ça je fais, parce que quand même, mais par contre la même identique, non, elle n'est jamais recommandée. Parce que tu es unique, donc chaque monture est unique. Génial. C'est ce qui fait aussi la valeur de ton magasin, de ton expertise. Moi, je trouve ça, pour se différencier, tu cherches à te différencier. Comme tu le dis, tu vas dans une rue, des opticiens, il y en a à l'appel, hein, il y en a 10. Mais toutes les décennies, tu vas dans un centre-ville, à toutes les décennies, il y a un amas d'une profession. À un moment donné, il y avait, je sais pas, bah, les opticiens, il y a eu les banques, il y a eu les boutiques de téléphone, il y a eu les boutiques de Oui. cigarettes électroniques. Mmh. Et c'est Oui. toujours comme ça. Et évidemment, on est tous au même endroit parce qu'on est proche de la concurrence pour pouvoir bah, exister. Parce que si t'es loin, faut vraiment que tu aies quelque chose à vendre de différenciant, C'est d'être ça. exceptionnel. Même si je doute pas que tu es exceptionnel, mais c'est vrai que c'est mieux d'être côte Oui, à oui. côte pour la différenciation et puis pour se connaître. Et moi, je trouve ça génial. Et ton magasin, il représente tout ça. Moi, quand je suis rentré, je te jure, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Je me suis dit, OK, ici, c'est différent. D'ailleurs, j'ai presque pas l'impression d'être dans un magasin Non. d'optique, en fait. On a plus l'impression d'être dans un, allez, je le dis, c'est peut-être pas le bon truc, mais tu vois, un cabinet de curiosité. Tu vois, je le vois un peu Mmh. comme ça. Il y en a un peu partout, mais pas, c'est pas le bazar. Attention, c'est pas, il y en a partout. Et tu as envie d'aller regarder à droite, à gauche, toucher, prendre, regarder ce qu'il en est. Parce que, bah, en fait, ça t'interpelle. Déjà, tu as des couleurs que, ben, je sais pas, je sais pas si j'aurais eu osé mettre ça sur mon visage un jour. Et finalement, tu te dis, bah ouais, mais pourquoi pas? Je suis différent. On est tous différents les uns les autres. Et ouais, ça peut être cool. Et puis, c'est des montures. J'ai vu pas mal de montures en bois. Pareil, c'est assez rare. Ça l'est peut-être un peu moins maintenant, mais dans nos régions, en tout cas, ça l'est pas beaucoup. Ça l'est beaucoup, pardon. Les lunettes en bois, on aime bien ça, mais je le vois pas chez les géants de l'optique, tu vois, les grandes chaînes. Ils sont tous je sais pas en quoi c'est, en aluminium, je sais pas, en fer, je sais même pas ce que En c'est, métal en ou métal ou en en plastique, plastique. c'est un acétate.
Et je trouve ça bien. Et alors pourquoi tu vas chercher, tu vas chercher toi-même les montures? Tu vas dans la centrale, enfin c'est pas une centrale, directement chez le fabricant, tu as la chance de pouvoir les avoir pas très loin. Tu vas là-bas, tu leur dis: «Bah, montrez-moi ce que vous avez, je regarde ce qui me plaît, je prends». Ou alors, tu vas plus loin et tu dis: «Écoutez, moi j'aimerais une monture un peu comme ça, un peu comme ci, avec telle couleur, avec telle forme». Est-ce que tu as ton mot à dire sur la monture? Alors, chez Inbo, avec qui je travaille beaucoup, donc Inbo, c'est un fabricant de lunettes en bois basé dans les Vosges, Mmh. donc vraiment très, très proche. Et je travaille aussi beaucoup, Ninamur qui est en Espagne. C'est 2 Espagnols, il y en a un qui est architecte et d'ailleurs dans beaucoup de montures ça se voit, il y a une patte architecturale dans le modèle. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, ils ont des modèles qui sont prédéfinis. Par contre, moi quand je vais commander, quand je vais faire un réassort ou quand je commande pour un client, c'est moi qui choisis la couleur et la taille. Et chez Ninamur, c'est un petit peu plus poussé parce qu'on peut choisir la branche, si on veut une branche en bois, si on veut une branche métal, si on veut un manchon blanc, si on veut un manchon transparent, si on veut des porte-plaquettes ou pas. Voilà, on peut c'est vraiment, que ce soit l'un ou l'autre, on peut vraiment personnaliser notre monture. Donc une monture en bois, je vais rarement avoir 2 fois la même parce que chez Nina Mur, il doit y avoir une cinquantaine de coloris différents. Chez Inbo, on va plus parler de finition parce que c'est des alors chez Nina Mur, c'est des plaques de formica, donc avec une couleur. Mmh. Chez Inbo, tu vas avoir soit, du bois naturel avec différentes, couleurs, soit des copeaux de bois, c'est ce qu'on appelle les fragments, donc c'est une planche de couleur de fond avec plein de petits copeaux de couleurs. Tu as les liseaux, donc c'est une couche de formica aussi. Tu as les pins, tu as celles qui sont un peu cérusées, tu as des motifs. Enfin voilà, chez Inbo, il y a plus de variété de finitions possibles. Mais du coup, voilà, chez Inbo, il y a plus de 4000 possibilités au niveau des montures entre la taille, la forme, la couleur, et on peut vraiment, s'approprier voilà, moi demain tu me dis: «Bah, moi j'ai envie d'avoir une lunette, en bois avec un petit peu de verre sur le côté, une forme ronde», bah, OK. On regarde chez Inbo, je suis capable de te trouver ça C'est génial. ou chez Ninamir. C'est génial parce que, alors, j'y connais pas grand-chose, même si je porte des lunettes et ça se voit pas parce que j'ai des lentilles H24, mais j'ai pas l'impression d'avoir autant de flexibilité ailleurs, même si on voit des trucs où ils viennent coller des surmontures sur une monture pour certains. Je trouve ça intéressant, mais à la fois étonnant et je me demande si dans le temps ça marche bien. Euh, j'ai pas vu en fait une telle spécialité autour de moi. Et attention, je ne suis pas un spécialiste, donc je vais peut-être me faire incendier quand ceux qui vont m'entendre vont me dire bah oui, chez nous on l'a aussi. Bah, dites-le moi dans les commentaires, allez-y. Moi je trouve ça hyper intéressant et tout ça, ça représente bah, le nom que vous avez trouvé avec Cécile, c'est ça. Je trouve ça Oui. génial. Ça représente tout ce que tu viens de me dire en fait. Donc il est vraiment bien choisi. En l'occurrence, je disais que le nom c'est pas important, mais là tu l'as bien choisi. Enfin vous l'avez bien choisi. Elle a bien travaillé et je trouve ça hyper intéressant. Euh, Question intéressante, je pense aussi, si, bah, quand tu crées, quand tu vends tes produits, tu vas forcément aller, penser à la clientèle. Est-ce que tu mets en place, des choses qui te mettent en avant, dans les médias? Alors les podcasts évidemment, je suis là et c'est aussi pour ça que tu es là, mais est-ce que tu as des choses que tu fais qui marchent, tu sais qui marchent et que je pourrais, te voler pour le donner à tout le monde en disant, ben ouais, je peux faire du tracking dans la rue, du je sais pas quoi. Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu as déjà mis en place, en plus du changement de nom? Parce que changement de nom d'enseigne, ça peut être compliqué parce qu'on peut imaginer qu'on n'a pas la même personne derrière, hein, d'ailleurs. Comment on fait pour continuer à exister face à des géants qui mettent des millions sur la table au prime time de TF1, voilà. Comment toi, tu arrives à attirer encore plus de clients et peut-être pas encore assez, mais comment tu arrives à attirer des clients? Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu mets en place? Parce qu'avoir un magasin, il faut que les gens rentrent et pour qu'ils rentrent, il Mmh. faut qu'ils sachent que tu existes. Oui, et ben, déjà quand j'ai changé de nom, j'ai envoyé, des cartes en format A5 à tous mes clients. En leur disant: «Voilà, si l'optique devient Audace et Vision, par contre, tout reste comme avant, il y a que le nom qui change
et j'en profitais également pour les inviter à l'inauguration, du nouveau nom qui s'est déroulé début janvier. Donc tous mes clients ont été avertis, du changement de nom, et ceux que j'avais vus un peu avant là, sur les 4 derniers mois, savaient que j'allais changer de nom. Donc dans la tête de mes clients, c'était acté. Je suis très présente sur, Instagram, et un peu LinkedIn, donc j'ai cette visibilité-là. Et puis, bah, après j'ai fait appel, bah, du coup à Adeline qui m'a fait, des articles, j'ai eu un article avec ma commune et puis, sur RCF, Radio, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc pour pouvoir dire: «Bah, voilà, j'ai changé de nom», et que ce soit ouvert vraiment à tout le monde. Donc c'est plus de la visibilité, plutôt numérique, je vais dire. Et ça marche? Et tu as eu des retours, et tu peux le quantifier, les retours que tu as eus? Non, pas encore, c'est encore un peu trop tôt. C'est un peu tôt, ouais, ça fait 2 C'est un peu mois, trop tôt parce que même pas. tu as pas besoin de lunettes, tous les jours. Oui, Tu te dis effectivement. pas: «Tiens, elle a changé de nom, j'ai changé mes lunettes il y a 15 jours, mince, j'y retourne. Attends, bah, je vais attendre du coup». Oui, Donc non, ça se quantifiera dans l'année, je pense. OK. Bon, des Là, bons. c'est encore un petit peu trop tôt pour dire, ça a un réel impact, ça a un impact tout de suite, de changer de nom. On en rediscutera, quand dans un an pour voir, si effectivement ça a Voilà. eu, un impact fort ou pas, et puis la façon de Mmh. communiquer est intéressante. Là, tu nous redonnes encore un réseau social intéressant, dans ton cas Instagram. Évidemment, vu que c'est très visuel, c'est le cas de le dire, vu que c'est très visuel ce que tu proposes, le canal de diffusion Instagram me semble, l'endroit le plus à propos pour parler de lunettes en fait, parce que tu es différenciant, parce que tu as de la couleur, parce que tu as des formes. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà, choisir son canal de discussion, d'échange, je Ouais, ouais. pense que c'est important également. Donc les radios, évidemment. Donc je prends encore une petite tips que je te vole et que je donne à tout le monde. Allez-y, équipez-vous de ces tips. Si tu devais refaire le rachat en 2022, aujourd'hui, là, en 2026, soit 4 ans plus tard, qu'est-ce que tu changerais dans ta négociation ou dans ton organisation? Est-ce que tu as là déjà eu le temps ou l'énergie de faire le bilan de ces 4 années et des erreurs que tu avais fait, si s'il y a eu des erreurs, que tu ne referais pas ou que tu referais autrement? Heu, je pense que je chercherai à me former sur, comment vraiment tenir un magasin quand, parce que gros, ça va, tu te poses pas la question, mais quand tu rencontres des difficultés, c'est de se dire, «Attends, par où je commence? Qu'est-ce que je dois enlever? Qu'est-ce que je dois faire?» Parce que alors moi, j'ai été très accompagnée, comme je te l'ai dit tout à l'heure, par la CCI, Mmh. et je pense qu'en fait, avant d'avoir son magasin, sa propre entreprise, on devrait passer, par la CCI ou un autre organisme de formation qui nous dit: «Bah, voilà, pour tenir un magasin, il faut faire ça. Il faut savoir éplucher un bilan, il faut savoir tenir ses comptes, il faut savoir, gérer ses stocks», hein, ça, c'est un problème qu'on a eu aussi, hein, on s'est un petit peu emballé sur, l'année 2022, et quand en 2023 tu fais un petit peu moins de chiffres, tu as trop de stocks, moins de chiffres, il y a un moment où ça coince. Donc voilà, moi je pense que si c'était à refaire, je ferais une formation sur, vraiment comment bien gérer son entreprise, et pour savoir éplucher un bilan, comment faire face aux difficultés quand il y en a, parce que c'est pas une fois que tu as le nez dedans que c'est compliqué de se relever après, hein, Ouais, effectivement. j'ai passé quelques nuits blanches. Et aujourd'hui, tu maîtrises plus ces items-là ou tu es encore, en recherche d'amélioration sur tous ces points? Ouais, je pense qu'on est toujours en recherche d'amélioration. Je maîtrise plus, hein, je sais à peu près lire mon bilan. Il y a encore des choses que j'ai du mal d'interpréter, mais par contre, je sais me servir d'un prévisionnel. J'essaye de m'en faire un maintenant, de me dire: «Voilà, tu as tant de charges, si tu veux dégager tant, si tu veux faire ça, il faut que tu fasses tant comme chiffre», faut, là, en fait, ce qui est plus compliqué par rapport à avant, c'est que maintenant il faut, parce qu'on va pas se mentir, le commerce, ça reste quand même tendu, même si l'optique, on est beaucoup, on a tous des lunettes, ça reste quand même compliqué. Heu, Maintenant, il faut voir sur du plus long terme, en fait. C'est se dire: «Bon, voilà, aujourd'hui j'en suis là, il faut que j'arrive à prévoir sur 1, 2 ou 3 ans», enfin, c'est ce qu'un comptable devrait nous faire, hein, ce qu'on appelle un prévisionnel, qui est facturé,
Donc du coup, bah, j'essaie de me le faire moi parce que je peux pas non plus, demander toujours au comptable et je trouve que, heu là, j'ai pas été super bien accompagnée, au niveau du comptable, mais c'est ce que je leur avais dit et c'est ce que je trouve dommage. Moi, j'aurais dit: «Je sais faire des lunettes, je sais vendre des lunettes, je sais tailler des verres, je sais faire des examens d'yeux. Par contre, la comptabilité, bah, c'est pas mon truc, quoi. Par contre, quand ça va pas, il faut me le dire. C'est pas quand moi, je me rends compte que ça va pas qu'il faut qu'on fasse le point, c'est avant». Donc ce qui n'a pas été fait. Donc ça a été compliqué. Si c'était à refaire, c'est de trouver, vraiment un comptable sur qui puisse me dire vraiment, qui soit vraiment présent à me dire: «Stop là, ça va pas, il faut que tu reprennes ça, quoi». Ouais. Bah, c'est ce qu'on disait au début, hein, finalement, on à payer pour être accompagné, c'est une bonne solution, mais perdre de l'argent, alors que la personne, ne fait pas réellement alors il y a des bons et des mauvais comme partout et Bien sûr, heureusement oui, oui, et d'ailleurs, c'est grâce aux mauvais qu'on sait qu'il y a des bons, tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Mais bon, quand c'est toi Exactement. qui tombes sur le mauvais, c'est moins bien, et ton métier, ton cœur de métier, c'est pas, de jouer avec les chiffres, c'est de jouer avec les verres, c'est Non. de jouer avec les montures, c'est d'échanger avec les clients et effectivement, chacun son métier. Et c'est ce qu'on disait, tu vois, je te disais, bah, des fois, il faut choisir où dépenser son argent. Donc, quand tu es chef d'entreprise, d'une petite structure où tu pas 10 000 employés, évidemment, s'il faut passer un coup de pinceau sur le mur, c'est toi qui vas le faire parce que tu peut-être pas 1 500 € pour payer quelqu'un. Malheureusement, t'aimerais hein, pouvoir le faire, mais quand on Ouais. peut pas et on le fait soi-même. Mais t'es pas, il sera pas aussi bien que si c'était un professionnel qui l'avait fait. Donc, des fois, il faut réussir à se faire accompagner, donc c'est compliqué et aujourd'hui, tu as changé de comptable, j'imagine? Enfin, en tout cas, j'espère, Oui. voilà et comment on trouve un bon comptable? Parce que c'est pour moi, la comptabilité, ça reste quelque chose de très, très compliqué parce que tout est fait pour pas que ça soit simple, hein, faut pas se le cacher. Et d'ailleurs, c'est des experts comptables, hein, c'est le niveau au-dessus encore les parce qu'il faut une expertise encore plus forte. À un moment, comment on trouve un comptable correct, pas correct, bon, qui t'accompagne réellement dans ton projet? T'as été, on t'a apporté des noms ou t'as fouillé les notes sur internet, les choses comme ça? Non, c'est lors de l'assemblée générale de l'Union des commerçants que j'avais rencontré le cabinet, ACE, Mmh. avec qui j'en avais déjà discuté. J'avais eu un bon relationnel avec la personne et je m'étais dit: «Ben, allez, je vais tenter, je vais voir», Bon ça, ils sont pas mal, hein, mais je pense encore une fois, j'aimerais qu'on me dise, «Anne, attention là, faut faire attention à ça» et que ce soit pas à moi de dire, «Bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là je dois faire ça?» En fait, j'aimerais qu'on me dise: «Non, ça va pas. Ça, Ouais, ça va, ça va pas» ouais, et que ce soit pas toujours à moi de devoir éplucher et de me dire: «Non, mais attends là, ça va pas» ouais, mais pour et c'est pour ça ça, que je te dis, c'est com il faudrait qu'on fasse une formation mmh. avant d'entreprendre, quelque société que ce soit pour se dire, «Bah, voilà, je sais déchiffrer, j'ai pas forcément besoin de mon comptable, je peux me débrouiller tout seul, je sais ce qui va et ce qui va pas». Ouais. Il faudrait un comptable à toi toute seule, quoi, parce que Et c'est malheureusement, un ça. cabinet, ben, pour vivre, il a besoin de plein de clients, parce qu'il est pas à Oui, plein temps chez toi et ou un cabinet qui a très, très peu de clients finalement, qui, va gérer, 5-10 clients dans l'année, enfin dans l'année et mais lui aussi, il a besoin de vivre. Alors c'est compliqué, je suis d'accord avec bien toi. sûr. Mais on a des outils maintenant qui nous permettent de faire ça. Il y a des banques en ligne qui le gèrent très, très bien. Donc à voir, d'ailleurs s'ils nous écoutent, revenez me voir, j'ai besoin de sponsors. Heu OK, bah cool, j'avance, je sais, il faut que je me forme, il faut que j'aille voir des experts, des experts de leur métier pour m'accompagner. Si je veux créer une entreprise, si je veux avoir du temps libre pour faire mon Oui, activité principale finalement, et puis du temps c'est libre ça. pour vivre tout simplement, parce que c'est bien de travailler, mais des fois c'est bien de se reposer aussi. Si Oui. si on arrive progressivement à la fin de ton épisode, donc je vais te laisser après vaquer à tes occupations parce que tu as aussi un métier, il faut bosser un peu. C'est quoi l'erreur classique à éviter quand on reprend une boîte, qui existe depuis, aussi longtemps que la tienne? Est-ce qu'il y en a un point que tu remettrais devant, que tu pourrais, citer facilement en disant: «Bah, celle-là, je la ferai plus jamais d'erreur»? Bah, c'est de garder le patron. OK. OK. On me l'a déjà dit et je me suis dit: «Mais non, c'est des conneries». Bah, si, en fait. Enfin, pas ce si de le garder, tu peux le garder quelque temps, le temps de faire la passation, mais pas en tant que salarié. Enfin, non, c'est pas possible, en fait.
parce que ça a été ton propre magasin et tu as pas envie de et je comprends tout à fait sa position. Tu as pas envie d'être salarié de quelqu'un d'être salarié, d'être autour de quelqu'un alors que tu as mené ta barque pendant 10 ans. Ouais. Donc non, c'est là de se dire, bah, voilà, tu vends, mais par contre, tu restes, 6 mois s'il faut pour faire la transition, mais après stop, c'est à moi, tu as voulu vendre, terminé. Ouais. Parce que non, ça peut pas marcher avec toute la bienveillance qu'on a pu avoir, toute la sympathie qu'on avait l'une pour l'autre, enfin, ça a pas ça a pas été assez. C'est qu'aujourd'hui, voilà, on ne se parle quasiment plus, il y a plus d'échanges, voilà, c'est regrettable, hein, mais donc non, c'est de pas garder le patron. C'est une bonne, je prends, ou alors, le garder en tant qu'actionnaire, tu vois, au board et qu'il vienne plus travailler avec toi, sauf pour donner des idées, je sais pas? Oui, par exemple, Ouais, mais pas en tant que salarié, en c'est tant pas que possible, salarié. ça peut pas marcher. Oui, Parce compliqué. que parce que du coup, on va vous dire: «Bah oui, mais dans la convention, c'est comme ça. Bah oui, mais du coup, je mon contrat, c'est 35 heures, mais Oui. bah oui, mais en fait, avant, c'était pas comme ça. On s'était dit que rien ne changerait et du coup, bah, tu peux pas me demander de tout appliquer, de la convention collective, si et de rien changer par rapport à avant, c'est pas possible». Mmh. Donc donc on ne salarie pas son patron. C'est pas une bonne OK, bah, écoute, je note, encore un bon point de vue, à mettre en avant. Souvent dans les épisodes, non, bon, pas souvent, tout le temps, chaque épisode de RenaCast, je demande à mon invité, si, tu as un livre qui t'a aidé à construire ta posture de dirigeante ou, qui t'a aidé, à devenir audacieuse peut-être, comme le nom de la boîte. Est-ce que tu as quelque chose que tu pourrais me conseiller, que je pourrais rajouter dans la bibliothèque de RenaCast et que tu serais à même à partager comme ça à tous ceux qui ont besoin, à un moment donné, de ce livre pour avancer dans leur vie professionnelle ou personnelle d'ailleurs? non, j'ai pas lu de livre, je ne lis pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps, Ouais, donc je n'ai pas de livre, à te conseiller. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, j'avais fait une formation, avec, Christophe Goret, alors plus sur du marketing, sur de la vente, mais qui m'a pas et que j'ai fait en même temps que le changement de nom et c'est ce que j'ai dit à Adeline, j'ai vraiment trouvé que les 2 en même temps, heu c'est comme si c'était un puzzle qui s'assemblait ensemble parce que du coup, j'ai la version de l'un, la version de l'autre. Enfin, tout allait ensemble et du coup, c'est ce qui m'a vraiment donné l'idée du nom et d'avoir ma posture, aujourd'hui, de oui, je suis légitime, je suis chef d'entreprise, j'ai refait le nom. Enfin, tout s'est fait en même temps et c'est vraiment ce qui m'a aidée et donc là, du coup, donc ce n'est pas, un livre, mais je pense que c'est vraiment la formation que j'ai fait avec Christophe, qui m'a vraiment reboosté, et puis, bah, mon entourage, hein, parce que c'est pareil, hein, mon conjoint, il pourrait très bien me dire: «Écoute, ta boîte, elle me fait chier, ça se passe pas bien, tu as qu'à faire comme tout le monde, tu trouves un CDI, puis on n'en parle plus, quoi. Puis tu arrêtes de me faire chier». Et non, il m'a dit enfin, il m'a jamais dit ça, il m'a dit: «Non, bah, tant que tu as envie de et que tu penses qu'un jour, ça ira mieux, continue. Je sais que c'est ce qui te passionne, bah, continue. c'est top. Donc, On fera un peu moins de McDo, puis c'est tout. effectivement. On partira pas en vacances, Bon, mais bon, on a un toit sur notre tête, notre fille est heureuse, c'est le principal». c'est ça. OK, donc pas de livre, mais prendre des ressources externes comme de la formation, Oui, comme de l'accompagnement. oui. Je trouve ça bien, parce que Oui, alors c'est plus un accompagnement d'ailleurs mmh, qu'une formation, je dirais, parce que ça m'a accompagnée, ça a duré, sur à peu près 6 mois et puis c'est vraiment une remise en question de toi-même, hein, moi il y a un exercice qu'on a fait, c'est le pitch et le pitch, c'est vraiment te dire, voilà, tu poses tes bases, tu fais ça, tu es légitime à faire ça, tu es ça, voilà et j'ai vraiment trouvé cette session-là, c'est vraiment celle qui m'a remis, les pendules à l'heure. non, c'est bien. Qui m'a dit, «C'est bon, Mais un regard tu ta place». externe, ça aide toujours et puis, Ouais, une expertise, même si elle n'est pas directement dans ton cœur d'activité, dans tous les cas, être entrepreneur, c'est toujours un peu la même histoire. Il y a des étapes obligatoires, il y a des postures à oui, avoir, comme tu le dis, tu es ça, tu n'es pas autre chose. Donc il faut que tu puisses, bomber le torse et mettre les épaules en arrière et avancer et pas avoir ça. la tête dans le guidon, le nez, sur le macadam pour pouvoir avancer et il faut être fier de ce qu'on fait et je trouve ça hyper intéressant.
Je t'avoue que ça me rassure un peu que tu me donnes pas de livres parce que j'ai encore pas eu le temps de lire tous ceux qu'on m'a donnés, donc je suis plutôt content d'avoir un petit moment de répit. Je trouve ça cool, merci beaucoup, mais ton conseil est très intéressant. Pour un salarié qui a envie de racheter sa boîte à son patron, c'est quoi le premier pas concret à faire, demain avant de se lancer? Est-ce qu'il y a une petite étape, alors hormis la formation comme tu me l'as dit, est-ce qu'il y a une étape, soit intellectuelle, mentale, ou une posture à aller chercher pour pouvoir se dire: «OK, ça y est, je suis bon, je vais racheter ma boîte»? Heu, faut avoir les reins solides, le mental qui va avec, de se dire, l'entrepreneuriat, c'est pas une liberté à 100. Des fois, je me dis: «Mais en fait, j'ai l'impression qu'on prône l'entrepreneuriat comme quelque chose de fabuleux, où on va gagner des tonnes d'argent, qu'on va être libre tout le temps». Non, en fait, tu ne peux pas gagner des tonnes d'argent et être libre H24. Ça ne fonctionne pas, c'est pas possible. Il faut que tu sois au taf quand même. Donc non, alors l'entrepreneuriat, c'est un long chemin. Ça fonctionne pas forcément du premier coup. Il y en a pour qui ça marche, hein, mais voilà, c'est beaucoup de remise en question, donc il faut être, capable de se remettre en question en permanence. Ça, si tu sais pas faire, oublie l'entrepreneuriat. C'est pas possible, et moi après, il faut pas voir non plus l'entrepreneuriat comme quelque chose où tu vas gagner des millions. Il faut que ce soit pour toi quelque chose, qui soit essentiel, que ça vienne du fond du cœur, du fond de tes tripes, se dire: «C'est ma boîte, je vis pour ça, même si je gagne pas 3 000 par mois, c'est pas grave, c'est quand même, ce que j'ai envie de faire et je le fais pour moi, quoi». Ouais, OK. C'est voilà, ce que je pourrais dire. Non, mais c'est bien, c'est parfait. J'aime beaucoup, parce que, j'entends beaucoup de personnes qui sont salariées qui disent: «Moi, je veux être riche, alors je vais monter une boîte». Ouais, alors, peut-être, Ça mais reste pas tout de suite. salarié, en fait. C'est exactement ça. C'est top. Merci beaucoup. Allez, dernière question et après je te rends ta liberté. Heu Anne, si tu avais la capacité de revenir dans le passé, de tomber nez à nez avec, la petite Anne, tu sais, qui commence, ses études d'optique, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Je ne sais pas. Qu'elle va vivre une super expérience déjà, qu'il faut qu'elle continue l'optique, qu'elle ne lâche pas, parce que c'est vraiment, c'est ce qui lui tient à cœur, c'est vraiment son métier passion, et qu'il faudra qu'elle fasse quand même un petit peu attention, qu'elle écoute un peu plus son conjoint des fois quand il lui dit: «Je t'avais dit». Enfin ouais, mais qu'elle fasse confiance, qu'elle se fasse confiance, et voilà, je pense qu'elle aura une très belle carrière. Enfin, je sais qu'elle a une belle carrière. Un peu atypique, mais voilà. Voilà, qu'elle se fasse confiance. Merci beaucoup, Anne. Mais je t'en prie. Je retiens plein de choses de toi. Je réécouterai l'épisode pour m'en réinspirer. Ce que je retiens, c'est que finalement, une passion, ça peut être une direction de vie. Mmh, Et cette passion, elle peut être juste d'aider son prochain. En l'occurrence, toi, c'était ton père mmh. à ce moment-là. Et je trouve ça génial. Et puis, de vivre de sa passion, bah, en fait, tu ne travailles jamais, même si des fois c'est Non, difficile. exactement. Mais c'est pas toujours simple. Et puis, il y a un milliard de solutions pour y arriver. Toi, tu as choisi de racheter la boîte dans laquelle tu officiais déjà, alors pas en tant que salarié, mais tu as décidé de racheter. Tu pas racheté les murs, tu as racheté uniquement le fonds de commerce. Ouais, c'est Ouais, ça. mais tu as décidé de racheter le fonds, ce qui est énorme. Donc rien que pour ça, tu peux être fier de toi. En tout cas, nous on l'est, et j'espère que ça continuera comme ça encore énormément de temps. Et puis, allez, comme je dis à tous mes invités, on se recroise d'ici 1 an ou 2, et puis on reparle de ta vie. Et l'avantage, c'est qu'on n'aura plus que ces 1 an ou 2 avec lequel échanger, avec plein d'expertise. Et puis note tout, Mmh. comme ça, on aura plein de trucs à dire, toutes tes réussites, tes belles réussites, tes petits échecs qui parfois t'amènent à des belles réussites aussi. Et puis je te souhaite une bonne continuation et au plaisir de te recroiser. Merci à Oui, toi avec et plaisir. à très bientôt Merci. sur un À bientôt. Bye. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.